toutes et à tous. L'idée de cette présentation, c'est de vous faire un retour sur tout le travail qu'on a fait en 2023, même si là il va se poursuivre en 2024. Et c'est Yvan qui va vous en faire une présentation concentrée sur les perspectives à la fin de cette matinée. Donc pour rappel, par rapport au travail global qui a été mené en 2023, on avait donc 4 objectifs qui avaient été contractualisés avec l'Agence régionale de santé Île-de-France au travers d'une convention de subventionnement qui consistait, au travers de différentes équipes de soins ou d'établissements de santé d'Île-de-France, de pouvoir déterminer, évidemment les listants si possible, les besoins soit de soins des patients ou les besoins des professionnels et même leurs attentes qui pouvaient justifier la mobilisation de nouvelles pratiques de la part d'un kiné et de pratiques qui visaient à étendre le champ de compétences du kinésithérapeute avec des compétences médicales qui seraient donc partagées avec des médecins. Le deuxième objectif était ensuite d'explorer comment pouvait s'organiser le parcours du patient en fonction de sa pathologie ou d'une indication particulière et donc à quel moment ces nouveaux rôles exercés par le kiné seraient mobilisés. Donc ça sous-entend qu'il fallait identifier quelles seraient les compétences, les activités qui seraient dévolues à ce kiné et qui en relèveraient d'une forme de pratique avancée. Et enfin de pouvoir rédiger un référentiel local, puisque là il serait adapté spécifiquement à l'échelle d'une équipe ou d'un service ou d'un établissement qui a été consulté, qui permettrait après d'aider à la construction, à une formation, pour pouvoir essayer de généraliser les compétences et les activités qui ont été identifiées localement à un territoire plus vaste. Donc on a consulté plusieurs structures et plusieurs équipes au travers de nos partenaires qui nous ont vraiment beaucoup aidé à les identifier, donc encore merci à eux, que ce soit la PHP, la FHF, la FEMASIF, la FHP et la FEAP. Donc vous voyez, vous avez différentes structures, différentes équipes qui peuvent relever des soins primaires, mais aussi des soins secondaires spécialisés. Parmi toutes ces équipes qui ont été initialement consultées, plusieurs ont poursuivi le travail en sachant que parmi elles, donc celles qui sont à noter à côté d'une flèche, c'est celles qui ont suivi les 3 réunions comme l'a expliqué en introduction Yvan, c'est-à-dire on fait tout le parcours de réflexion pour pouvoir déterminer et conceptualiser ce que pourrait être la pratique avancée en kiné. Les autres établissements qui n'ont pas de flèche, en fait, ont soit plutôt souhaité s'orienter vers les protocoles nationaux de coopération, qui incluent une forme de pratique avancée puisqu'il y a des partages de compétences médicales, que ce soit pour le traumatisme de la cheville, la lombalgie aiguë, où on souhaitait d'abord attendre pour essayer de mieux identifier leurs besoins en collaboration avec des médecins généralistes, par exemple pour des CPTS ou des maisons de santé. Donc parmi ces différentes structures et équipes qui ont été questionnées et interrogées sur la pratique avancée, donc on a pu au final faire ressortir selon 2 types de contextes. Donc les soins primaires plutôt par rapport à la CPTS Paris 11e et le service d'urgence de l'hôpital européen Georges Pompidou, et plutôt pour des soins secondaires qui portaient sur les 2 centres de rééducation qui ont été interrogés, donc que ce soit l'Institut de réadaptation de Romainville et le CRF de Menicourt, et le service de pneumologie de l'hôpital de Forcy. Donc on les a listés pour en évidence quelles pouvaient être les populations de patients qui pouvaient être concernés par ces nouveaux rôles pour le kiné, au travers de différents champs cliniques, que ce soit pour de la traumatologie, de l'orthopédie, de la gériatrie, de la neurologie et de la pneumologie. Donc là, on a listé toutes les indications pour lesquelles les patients, dans leur parcours, pouvaient bénéficier à un moment donné, que ce soit comme premier contact, donc comme premier professionnel vu dans leur parcours, ou comme un professionnel de second recours, un kiné en pratique avancée pouvait apporter un bénéfice, que ce soit aux patients, mais aussi à toute l'équipe qui pouvait intervenir pour la prise en charge de ces patients. Donc on voit au final que si on doit faire ressortir les 2 principaux résultats de tout ça, de toute cette liste, c'est qu'on a d'une part plutôt des indications qui concernent des patients qui ont des symptômes pour lesquels il n'y a pas encore de diagnostic de posé. Donc ça touche surtout les patients qui ont des symptômes qui touchent le système musculo-squelettique. Et ensuite, une autre catégorie de patients qui ont un diagnostic préalablement posé
par exemple par un médecin de médecine physique et adaptation, un neurologue ou un autre spécialiste comme la maladie de Parkinson ou un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral et pour lequel, en termes de soins, il aurait besoin d'une prise en charge particulièrement centrée sur la rééducation, mais avec une augmentation de l'autonomie de ce professionnel qui pourrait aussi mobiliser d'autres compétences que les compétences habituellement utilisées pour la rééducation du patient. Et ça, c'est ce qu'on vous a listé donc, au travers de toutes les compétences et activités identifiées. Donc au-delà du fait que ce kiné doit évidemment s'inscrire dans une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un professionnel qui exerce tout seul dans son coin, totalement isolé et séparé du reste des autres soignants et professionnels de santé qui pourraient intervenir. Parmi les compétences, donc en les listant, que ce soit au travers de l'évaluation, de l'orientation, de la coordination, de la transmission et de la réalisation de certains actes thérapeutiques médicaux, on vous a fait un peu la liste de tout ce qui a été identifié. Alors évidemment, toute cette liste, elle est spécifique aux différents établissements, aux différentes équipes dans lesquelles ça a été mis en évidence comme étant nécessaire que ces kinés puissent acquérir ces compétences médicales, donc partagées avec des médecins, et ne sont pas toutes transposables évidemment en fonction des populations de patients identifiées. Que ce soit par exemple l'échographie musculo-squelettique ou la radiographie standard qui a moins d'intérêt dans le contexte de patients qui consultent pour des pathologies qui affectent le système pulmonaire, alors que ça aura un intérêt plutôt pour les patients qui consultent pour des indications liées à des symptômes musculo-squelettiques. Donc on voit que ça couvre un champ assez large et qui sort des quelques compétences qui jusqu'à maintenant avaient été identifiées au travers des protocoles nationaux de coopération, qui concernent plutôt les binômes médecins généralistes et kinés, où c'était très limité à la prescription de certains types de classes médicamenteuses, ou limité à la prescription d'une radiographie standard, ou d'un arrêt de travail de moins de 5 jours. Là, on voit que les compétences sont beaucoup plus étendues et donnent un niveau d'autonomie et aussi un niveau de responsabilité qui est beaucoup plus élevé pour le kiné, intégré dans une prise en charge pluriprofessionnelle, particulièrement pour des patients qui ont déjà un diagnostic préalablement posé, comme pour la neurologie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. En termes de formation, puisqu'on a interrogé aussi les instituts de formation d'Île-de-France, donc les instituts de formation qui forment les étudiants kinés, mais aussi certains départements de sciences de la rééducation de l'université francilienne, qui ont souhaité aussi participer à cette réflexion. On a identifié au travers de leurs réflexions et évidemment des référentiels locaux qui ont été élaborés par les équipes, au vu du nombre de compétences et d'activités à acquérir par ces kinés, qu'une année complète de formation probablement pouvait être la durée optimale. Donc on est assez loin au final des 10 heures de formation qui sont proposées dans les protocoles nationaux de coopération que j'évoquais tout à l'heure en exemple. Que pour justifier la réalisation et le suivi de cette année de formation, il y avait en tout cas la pertinence de pouvoir plutôt créer un nouveau mode d'exercice, puisque au final, en réflexion de fond vis-à-vis de tout ce travail, qui aujourd'hui, évidemment, cette question n'a pas encore de réponse fixe, mais c'est de déterminer, au travers des besoins qui ont été identifiés sur le terrain, est-ce qu'il est plutôt préférable que ce soit des pratiques qui soient une forme de continuum de ce que peut déjà faire le kiné avec un diplôme d'état ou une autorisation d'exercice, ou est-ce que ça doit carrément être un nouveau mode d'exercice qui serait séparé avec un titre du kiné diplômé d'état qui lui va mobiliser les compétences de sa formation initiale. Donc ce questionnement en fait il reste évidemment toujours d'actualité, puisque là on a des premières ébauches de réflexion qui tendent plutôt à montrer que ce serait plus pertinent peut-être d'aller vers un nouveau mode d'exercice dissocié avec une reconnaissance statutaire associée du fait de cette année de formation. Et il y a eu une réflexion de proposer plutôt 2 mentions, c'est-à-dire de porter, d'utiliser la réflexion qui a été faite auprès des infirmiers de pratique avancée qui ont plus de mentions, là de les limiter en séparant les soins d'urgence des soins programmés, quel qu'en soit le contexte ou quelle qu'en soit la population de patients qui pourraient être concernés, sans faire des séparations complètes entre le musculo-squelettique, la neurologie, la cardiologie, etc. Tout ça pourrait s'imbriquer dans un tronc commun après avec des spécificités à l'intérieur.
Et évidemment la nécessité de pouvoir mettre en place une équivalence qui permettrait à des kinés qui sont déjà aujourd'hui en exercice, avec de l'expérience professionnelle et qui ont souvent suivi des formations continues qui leur donnent un niveau de compétence élevé dans le domaine de la kinésithérapie, de la rééducation, mais pour autant, pour lesquels il pourrait y avoir des fois des glissements de tâches ou d'actes qui se font de manière implicite entre les médecins et les kinés, et qui permettraient aussi d'officialiser ces pratiques qui sont réalisées de manière officieuse actuellement, au travers d'une reconnaissance complète de leur expérience et de l'acquisition officielle de compétences. Et le dernier élément qui a été aussi suggéré, c'est que la différence entre le kiné qui exerce aujourd'hui dans les différents contextes que j'ai pu évoquer et le kiné qui exercerait en pratique avancée, c'est aussi la question du niveau d'incertitude dans lequel il exerce, c'est-à-dire que les populations de patients qui seraient amenés à consulter un kiné en pratique avancée seraient amenés à avoir des pathologies ou on va dire un tableau clinique plus complexe ou plus instable qui nécessiterait évidemment des compétences avancées de la part du kiné pour être en capacité de leur apporter un bénéfice dans leur prise en charge comparativement au kiné diplômé d'État. Donc avant d'aborder les perspectives, ce qu'on voulait mettre en évidence pour cette deuxième restitution, pour la première, l'an dernier, on avait mis en avant les équipes qui avaient participé à la première phase de ce travail au travers plutôt de la direction. Et je remercie encore une fois particulièrement donc, Martine Franc de l'Institut de réadaptation de Romainville, qui est donc la directrice de réadaptation, Damien Krisch, qui est le directeur du CRF de Menucourt, Philippe Juvin, qui est le chef de service d'urgence de l'HEGP, et Acélia Sen, qui est donc la trésorière de la CPTS Paris 11e, et Carlos Diaz, qui est le cadre de rééducation de l'hôpital Forcy, qui ont donc été évidemment les courroies de transmission et de relations pour pouvoir lancer ces expérimentations. Là, on a voulu mettre en évidence plutôt et en avant le travail réalisé par les médecins qui ont participé à ces différents travaux, que ce soit donc Maëva Ferrari, qui est donc médecin de médecine physique en réadaptation à Romainville, Richard Chocron, un des urgentistes du service d'urgence de Georges Pompidou, Frédéric de Lucas Vasquez, médecin de médecine physique en réadaptation du CRF de Menucourt. Alors Julien Callier, malheureusement, je n'ai pas pu avoir la photo pour que vous puissiez le rencontrer visuellement, pneumologue de l'hôpital Forcy, mais qui va être épaulé par son cadre de rééducation qui est donc Carlos Diaz. Richard Chocron ne sera pas présent pour vous faire part un peu de ses perceptions, mais il m'a renvoyé un mail hier en me disant qu'il était toujours évidemment très intéressé pour qu'on puisse maintenant poursuivre ce travail par une des perspectives qui va être évoquée par Yvan, c'est-à-dire cette fois de mettre en place de manière pratique un kiné qui mobiliserait des compétences qui relèvent d'une forme de pratique avancée au sein de son service. Et donc je vais laisser la place en premier à Maëva Ferrari de pouvoir nous partager ses perceptions de tout le travail qui a été mené en 2023. Et ensuite, je laisserai la parole à Frédéric de Lucas Vasquez. Et enfin, je vous présenterai une vidéo qui a été faite par le docteur Julien Callier, qui malheureusement ne peut pas être présent physiquement, mais qui nous a fait une petite présentation qu'il souhaitait vous partager et que Carlos appuiera après derrière pour le temps d'échange. Donc Maëva, je te laisse la parole. Merci.